Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue, monsieur le ministre. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Mesdames et messieurs les directeurs et membres de cabinet ministériel, je sais que vous êtes parmi nous, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les directeurs d'administration, les présidents de fédération également, les délégués, les secrétaires généraux, chers collègues, ils sont nombreux. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons et que je vous accueille personnellement dans ce lieu que nous connaissons bien. Nous nous retrouvons ici après 3 ans d'absence, sans congrès en présentiel, et c'est quelque chose qui, je pense, manquait un petit peu à tout le monde, donc c'est une bonne chose. 3 ans durant lesquels le monde a été bouleversé d'une manière assez incroyable, que personne ne pouvait même imaginer en septembre 2019, la dernière fois que nous nous sommes vus. C'était également un honneur, un grand plaisir, monsieur le ministre, où je vous accueille ici même à notre séance de clôture du congrès de notre fédération, qui est un événement fort pour notre profession et pour tout le monde du transport, aux routiers et de marchandises en France. Votre présence et votre écoute sont un signal fort à l'attention non seulement de nos adhérents, mais de toutes les entreprises de transport, et soyez-en chaleureusement remerciés. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques semaines, à un moment charnière. La crise sanitaire s'éloigne, sans être totalement terminée, et une autre crise s'est déclarée en matière d'énergie et surtout de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Nous sommes tous conscients que nous sommes à la croisée des routes, ce qui se trouve être d'ailleurs le thème de notre congrès. Nous avons en général toujours essayé d'être un petit peu visionnaires dans le choix de nos thèmes, et cette année, c'est vrai que la pioche a été bonne. Cela tient également, je ne pense pas complètement au hasard, mais au rôle que nous nous assignons en tant que fédération, c'est-à-dire être au service de nos adhérents, porter leur voix, être aussi force de proposition, en résumé, sentir, anticiper les évolutions, les difficultés, les ruptures auxquelles nous allons avoir à faire face pour mieux essayer de les surmonter et accompagner nos adhérents dans leur réflexion et tous ces changements. Tout cela, nous le faisons pour pouvoir garantir de façon fiable à tous nos compatriotes français la continuité de l'approvisionnement dont ils ont besoin. Vous êtes, monsieur le ministre, dans cette salle devant un parterre de chefs d'entreprise sans qui la France ne respire plus, ne se nourrit plus, ne se chauffe plus, ne vit plus, en résumé. Nous ne produisons rien. Pour l'industrie, nous sommes juste une commodité, comme ils aiment nous appeler. Mais sans nous, rien ne sert de produire. Le consommateur n'aura jamais le produit qu'il souhaite. Nous sommes semblables un petit peu, et j'aime cette image, à un réseau sanguin dans un corps humain, présent partout à la fois, qui amène l'oxygène et débarrasse également la société de tous les déchets qu'elle a produits. Le rôle du transport, c'est cela, c'est le travail dans l'anonymat, et au bout d'un moment, personne ne s'aperçoit que le camion fait beaucoup de choses et que le transport est indispensable à la vie de tous. Notre ancien président, René Petit, disparu trop tôt en janvier 2020, rajoutait que nous étions, nous fédération, une vigie, scrutant au loin pour prévenir des dangers et des menaces, afin que nous puissions au mieux poursuivre ensemble, tous ensemble, notre chemin. Permettez-moi ici de saluer sa mémoire de ce grand président que fut René, et aussi de ce défenseur acharné, j'en ai été témoin plusieurs fois, et infatigable de notre profession. Il nous manque beaucoup, et nous y pensons souvent avec Florence, dans nos échanges et nos réflexions. En ce qui nous concerne, nous tenons toujours un langage de vérité également, monsieur le ministre. Nous allons, vous allez voir, apprendre à se connaître. Nous sommes des interlocuteurs exigeants, mais vrais, et aussi constructifs. Nous sommes parfaitement conscients que les mois qui viennent seront difficiles. Faut-il le dire, langage vrai, ça sera très difficile. L'année dernière, un peu seul au milieu de tous, à rebours des opinions dominantes, nous savions que nous entrions dans une période de forte inflation, et ce, de manière durable. Nous aurions préféré être démentis par les faits. Malheureusement, la crise ukrainienne est venue aggraver une hausse majeure de nos coûts, et particulièrement en matière énergétique. En février et en mars, les courbes des prix de l'énergie ont commencé brutalement à s'envoler,
dans des proportions complètement inédites pour notre métier. Depuis plus de 15 ans, et il faut le signaler, grâce à la FNTR et aussi à René, les transporteurs routiers bénéficient de par la loi d'un mécanisme légal de répercussion des prix du carburant. Mais la soudaineté et la brutalité de la hausse des prix de carburant a considérablement fragilisé les entreprises déjà en profonde difficulté à l'issue des 2 ans de crise Covid. Il fallait donc réagir vite. Je tiens à saluer le dialogue engagé avec les pouvoirs publics et son efficacité. L'attribution par l'État d'aide aux véhicules, le temps de passer auprès de nos clients de façon responsable la juste répercussion des coûts de l'énergie a été pour le secteur du transport salutaire. Cela a été malgré tout âprement discuté, mais cela a été la bonne décision. Cette solution, d'ailleurs complètement novatrice, qui n'existait pas dans l'histoire du transport, a été mise en application en un temps record par la DGTM et nous tenions à vous en remercier, toutes les équipes de la DGTM, très sincèrement au nom de toute la profession du transport. Les procédures mises en place par l'Agence de sécurisation des paiements a permis également le déblocage des fonds de façon très rapide et ces fonds-là étaient vraiment indispensables à la survie des entreprises. Certes, il reste, comme tout programme informatique magique, quelques réclamations en suspens, quelques spécificités dans des montages de sociétés, mais avec l'engagement constant de la DGTM et de l'ASP et des services de la Fédération, je ne doute pas que tout cela est en cours de règlement. À ce stade, je tiens à souligner que nous demandons, et nous l'avons déjà demandé, mais nous le redemandons, la défiscalisation des aides reçues. C'est effectivement une chose sur laquelle nous n'avions pas négocié au départ de cette décision. Nous avons donc porté un amendement dans la loi de finances rectificative qui a été rejeté. Nous souhaitons que cette disposition puisse figurer dans la loi de finances de 2023, car il serait inéquitable et surtout improductif, je le pense, en toute simplicité, que nos entreprises doivent rendre à l'État des aides que l'État leur a données. C'est assez brownien comme situation. Vous voyez ? Ensuite, lorsque le gouvernement a annoncé une remise générale de 15 centimes par litre de carburant, comme aide au secteur, nous avons également obtenu que cette remise soit neutralisée dans nos indices de référence, puisque cette remise était considérée par le gouvernement comme une aide au TRM. Il se trouve, et c'est pour ça que j'en parle tranquillement, parce qu'il faut être serein sur ce sujet, il y a bon nombre de clients, des clients, de mes clients également, qui ont mal perçu cette mesure. Mais je tiens quand même à rappeler que par le principe de la répercussion, sans la mesure de neutralisation dans les indices, cette mesure aurait bénéficié à nos clients chargeurs uniquement, puisque nous aurions été contraints, non pas d'en prendre bénéfice, mais de la restituer dans le niveau de tarification de nos prix de transport. Donc sans cette mesure et avec la fiscalisation, donc en résumé, entre la fiscalisation et l'aide directe sans neutralisation, je pense que nous n'étions pas loin, nous, transporteurs, de devoir faire un chèque pour l'aide que nous avions reçue. Vous voyez ? Donc il fallait quand même qu'on se prémunisse de tout ça. La logique est simple et infaillible. Lorsqu'un secteur d'activité reçoit une aide, elle ne revalorise pas forcément immédiatement avec le fruit de son aide les prestataires qui travaillent pour elle. C'est ce qu'on nous demandait et c'est pour ça que nous avons agi en toute connaissance de cause, parce que je pensais que cette règle était d'une logique et d'un fair-play implacable. Et aucun d'entre vous doit se trouver vraiment mal à l'aise pour défendre cette chose-là auprès de clients. La meilleure des preuves, c'est que Monsieur le Premier ministre Jean Castex et ses équipes, très efficaces, en la personne d'Antoine Peillon, l'avaient bien compris, et c'est pour ça qu'ils l'ont inscrit et écrit dans le décret du 26 mars. Donc, messieurs et mesdames les transporteurs, soyez rassurés sur l'application de ce décret. Il est logique et juste. Comme je le disais, j'aime le rappeler, le transport routier de marchandises irrigue la France de ses livraisons tous les jours.
Il est absolument indispensable à la vie de tous les Français, y compris à la vie économique de nos clients, pour que nous puissions continuer à vivre et à servir nos concitoyens avec toutes les règles de sécurité et de ponctualité qui nous caractérisent. Cette mesure de soutien nous est indispensable et il faut pouvoir la prendre en toute responsabilité. Cela étant dit, et je vous en remercie également, le gouvernement nous a également aidés en mobilisant les services de la DGCCRF afin de rappeler à l'ordre, dans un premier temps, les clients refusant la juste répercussion de certains indices ou de certains prix, ou n'ayant pas bien lu les décrets, à croire que l'explication de texte de la DGCCRF a été convaincante, car les choses sont très très rapidement rentrées dans l'ordre. Cette intervention a donc été efficace dans un moment où l'économie nous malmenait, et je pense que là encore, elle était complètement indispensable, et je tiens également à remercier les services de la DGCCRF qui ont pris à leur juste importance la demande qui était faite par notre fédération, qui se trouvait être le porte-parole d'un grand nombre de transporteurs. Enfin, la disposition légale sur l'indexation des contrats de transport a été étendue de manière plus explicite également à tous les carburants et énergies alternatives dans la loi sur la protection du pouvoir d'achat. Cette dernière a été particulièrement la bienvenue dans l'accompagnement et la poursuite de notre lourd dossier de la transition énergétique. Je tiens tout particulièrement ici également à souligner le rôle majeur joué par le CNR dans ces moments et notre attachement à ces travaux indispensables à la profession. Évoquons justement la transition énergétique, qui est un des dossiers majeurs qui nous occupe beaucoup, tant en France qu'à Bruxelles. Comme chaque fois, je rappelle que les chefs d'entreprise de transport sont aussi des citoyens, des parents et des grands-parents comme moi, et qu'à ce titre, ils sont conscients des enjeux du changement climatique et ils sont conscients de leur rôle et de leur importance dans la santé publique. Donc sachez, Monsieur le Ministre, que nous prendrons tous, en tant que chefs d'entreprise, toute notre part pour apporter des solutions à cette transition énergétique. Je pense également qu'en tant que professionnels, nous sommes les mieux placés, et c'est pour ça que nous participons à toutes ces réunions, à toutes ces tables rondes, pour influencer et avoir une réponse pragmatique et réaliste. En tant que fédération, nous avions activement contribué à la task force mise en place par votre ministère. Avec d'autres organisations professionnelles, nous avons rédigé des documents de synthèse dont la teneur et la qualité ont été parfaitement reconnues. Nous abordons désormais l'établissement de la feuille de route sur la décarbonation avec une échéance sur cette fin d'année. La crise actuelle vient apporter une nouvelle coloration à ces travaux. Il faudra s'y adapter. L'envolée du prix du gaz amène aujourd'hui de nombreux transporteurs à laisser les camions GNV sur parc, faute de pouvoir les faire circuler de manière rentable ou tout au moins équilibrée. Nous avons écrit avant l'été à Madame la Première ministre, que nous connaissons un petit peu, afin qu'une réflexion rapide soit engagée sur la décorrélation du prix du biogaz et du gaz naturel. Notre engagement de plusieurs années avec des partenaires également gaziers pour déployer des stations gaz, offrir des perspectives aux unités de méthanisation, nous permet d'affirmer que, faute d'accompagnement des pouvoirs publics, cette piste qui valorise d'autant une économie circulaire que la souveraineté énergétique de notre pays risque de complètement s'effondrer. Ce qui serait dommage et qui mettrait beaucoup de temps pour recommencer. Dans une approche également de mix énergétique, le déploiement des carburants liquides décarbonés doit également être poursuivi. Le baissant à la vignette critère 1 est une mesure, je pense, simple, logique et positive que nous soutenons. N'oublions pas également le XVO-XTL. Il présente l'avantage à la fois de recycler les déchets, mais de permettre également aux entreprises de décarboner les transports sans changer fondamentalement la motorisation. Donc accès rapide et peu coûteux à une décarbonisation. Il s'agit pour nous, tout cela, d'énergie de transition intéressante. Nous y travaillons avec de nombreux partenaires, parmi lesquels je citerai la Fédération française de carrosserie et le président du CESIAM, Henri Pacalin.
je ne saurais bien sûr oublier l'électrique, mon dossier favori. Si la pertinence de cette énergie peut être reconnue, notamment en matière de distribution urbaine, si l'Europe, par le règlement AFIR, c'est-à-dire les infrastructures de recharge, pousse beaucoup dans cette direction, nous demeurons tout au moins réservés sur le fait que l'électrique serait, pour notre secteur d'activité, la solution à tout. Je rappelle que depuis le début des travaux de la Task Force, il y a 2 ans, la FNTR n'a cessé de marteler sa préoccupation, non pas sur les infrastructures d'avitaillement, mais sur la disponibilité même de l'énergie. Et malheureusement, croyez bien, malheureusement, le contexte actuel l'illustre parfaitement. On ne peut que souhaiter que la situation actuelle soit temporaire, mais il sera quand même difficile d'établir la confiance chez nos entreprises s'il y a un doute, ça vous le comprenez, sur la fourniture d'énergie électrique à un coût accessible. C'est les 2 préambules de départ. Et la question de fond persiste. Oui, la France va relancer son programme nucléaire. Oui, la France va produire des kilowatts. Mais à quelle échéance ces kilowatts arriveront et seront-ils disponibles sur le marché de façon à être utilisés par nos véhicules sans pour autant priver nos concitoyens de cette énergie? Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est cette visibilité que nous devons avoir, que les constructeurs doivent avoir, de façon à timer les choses. Nous suivrons et nous nous adapterons pour une énergie décarbonée, efficace, à partir du moment où cette énergie sera disponible pour nos véhicules. C'est logique. Alors il semblerait que ce soit assez politiquement incorrect de le dire, mais bon, nous le disons quand même, et en tout cas je le dis aujourd'hui. Par ailleurs, nous militons également pour que l'appréciation des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'électrique se fasse en analyse complète de cycle de vie, ce que l'Europe commence à comprendre, et pas seulement du réservoir à la roue, parce qu'à ce moment-là, évidemment, vous comprenez bien que les dés sont biaisés. Quand enfin, et j'en aurai fini avec les fournitures d'énergie, la technologie hydrogène, elle semble prometteuse, mais je pense qu'à aujourd'hui, compte tenu des rencontres que nous avons pu avoir avec les constructeurs, elle n'est pas complètement mature, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc elle sera, d'après nous, à moyen terme, je pense plus adaptée à notre secteur, je ne parle pas des VL, à notre secteur, plus adaptée parce que fournissant plus de couple, plus de puissance, plus d'autonomie, et à un temps de recharge, qui ne sera pas une recharge, qui sera l'équivalent d'un plein, qui sera quand même plus adapté à nos contraintes de travail et d'exploitation. Mais la problématique reste la même. Avoir de l'hydrogène nécessite beaucoup d'électricité pour le produire. Donc, à quand des kilowatts en disponibilité, pas infinie, mais de façon augmentée. Alors, Monsieur le ministre, croyez bien que nous sommes et nous le serons totalement engagés dans la décarbonation dès lors que l'énergie dont nous aurons besoin sera disponible et bien entendu décarbonée. En effet, là où également, s'il n'est pas politiquement correct de le dire, mais s'il ne servirait à rien d'investir dans des véhicules, on va dire un petit peu moins fonctionnels, un petit peu plus chers, etc., mais des véhicules dits zéro émission, si l'énergie qui les alimente venait de centrales à charbon. À ce moment-là, mieux vaut attendre 5 ans ou 10 ans de façon à faire correctement les choses. Croyez bien que nous portons également ce message à Bruxelles, qui commence à entendre cette musique, alors qu'ils étaient très très fermés auparavant. Et nous disposons évidemment d'un bureau, vous le savez, mais je vous le rappelle, permanent dans cette belle ville depuis plus de 25 ans. Et nous travaillons de manière très étroite avec tous nos partenaires européens et bien évidemment l'administration française pour essayer de pousser les textes que la France souhaite. Je ne saurais éclore ce chapitre sur le lien indispensable de ce dossier de la transition énergétique avec celui des zones à faible émission. Là encore, joyeux programme. Nous sommes partie prenante dans toutes les régions et dans toutes les villes, particulièrement vertes depuis les dernières élections, et addicts de ces zones à faible émission. Mais nous nous interrogeons volontairement et en toute objectivité sur la possibilité de tenir les délais qui nous sont imposés. Aujourd'hui, là encore, la réponse est simple. Quand nous commandons un camion,
le délai d'1 an est un délai très très court. En général, c'est plutôt 1 an et demi. Des fois, on ne vous prend même pas la commande. Donc, il faut quand même adapter tout ça à la conjoncture, il faut adapter tout ça à la visibilité, parce que le jour venu, les villes ont quand même besoin d'un réseau sanguin pour les approvisionner. Hein, et ça ne se fera pas en char à voile, tout ça. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il faut de l'écoute, et il faudra peut-être, un jour ou l'autre, notamment dans des grandes métropoles comme Lyon, un rappel à l'ordre du gouvernement pour arrêter de donner une direction à tous les transporteurs et les logisticiens, et une direction qui va finir dans le mur. Et là, ça sera une fois de plus les concitoyens qui le payeront. Donc notre activité est essentielle au fonctionnement, si je ne voulais pas répéter 4 fois ça, de notre pays et de nos concitoyens. Et on en est fiers. Cela est devenu visible aux yeux de tous lors de la crise sanitaire. En tant que prestataire de services, nous ne pouvons pas décider également seuls du dossier sobriété. Toutes les économies d'énergie qui relèvent de notre responsabilité ont généralement été énormément travaillées dans le passé, parce que sinon, je pense que nous ne serions pas là pour en témoigner, mais nous serions tout simplement morts. Toute économie supplémentaire de cette sobriété, en ce qui nous concerne, se traduirait par des journées d'arrêt, un certain nombre de jours, voire des semaines, pourquoi pas. Et comme nous sommes en général considérés comme une simple commodité par nos chers amis chargeurs, on devra également, nous, s'adapter à la sobriété de nos chargeurs. Donc en fait, je pense que notre sobriété, elle sera simplement adaptée à nos chargeurs. Il faut qu'ils nous montrent le cap. S'ils décident de fermer une semaine, nous, on fermera une semaine. Parce que si nous, on fait notre sobriété de notre côté et eux de la leur, si on ne ferme pas la même semaine, pendant 15 jours, la France, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, je pense qu'il faut que chacun commence. Nous, on est au service, on est une commodité, voilà. Donc, quand on nous demandera on ne roule pas à vide, quand on nous demandera de transporter pour un client, on ne pourra pas lui dire, ben non, alors nous, on est en état de sobriété, donc on ne te prend pas ta marchandise, on ne te livre pas. On est automatiquement suiveur sur la chose. Alors après, les économies, on peut toujours en faire, mais la conduite économique, le suivi des conducteurs, les moniteurs, etc., les partenariats avec les constructeurs pour diminuer les consommations, bon, je pense que ça aussi, c'est le cœur de notre métier, de notre savoir-faire, et que ça fait longtemps qu'on s'y est employé. Donc après, augmenter cette sobriété, ça se fera automatiquement en adéquation avec les besoins des clients, si jamais ils décident de fermer, ou que ça leur est imposé malheureusement par manque de produits ou d'électricité. Mais déjà, cet accord-là, cela correspond à un joli challenge, et ça nous promet des joyeuses discussions. En aparté de cela, je tiens également à exprimer notre préoccupation sur la sécurité de nos approvisionnements en matière d'énergie, et notamment d'AdBlue, dont le prix non seulement a explosé, mais aujourd'hui on nous explique que la distribution et la production n'en est plus tout à fait garantie. Donc notre souhait est d'anticiper avec vous, Monsieur le Ministre, et évidemment avec vos services, toutes les situations possibles, tant dans l'intérêt collectif que dans la nécessaire visibilité que nos entreprises ont. Et nos entreprises, j'en aurai bientôt fini, c'est également nos salariés, et peut-être même avant tout. Et même, c'est pas peut-être, c'est sûrement avant tout. Nous avons en début d'année, Monsieur le Ministre, de façon très responsable, signé un accord sur la revalorisation des minima conventionnels de +6 et une amélioration notable des accords de mutuelle et de prévoyance. Cet accord était particulièrement ambitieux, nous avons mis un certain temps à le négocier et nous avons été initiateurs et pas suiveurs des autres secteurs d'activité. Mais avec l'inflation que la France a subie, 2 augmentations du SMIC sont intervenues depuis. Et nous allons engager à nouveau, très prochainement, une négociation sur les revalorisations conventionnelles. Notre souhait est de parvenir rapidement à un nouvel accord qui anticiperait également le 1er janvier 2023, et tout cela avant la fin de l'année. Nous avons établi avec les organisations syndicales et grâce à l'instauration de la C2PNI un dialogue social qui est de qualité, certes exigeant, toujours intense, voire des fois viril, voilà. Mais bon, fructueux en général, et au bout d'un moment, l'entente arrive à se faire. Donc nous devons absolument poursuivre dans cette voie, parce que
Nous sommes persuadés que les salariés ont à faire face à l'inflation. Ils travaillent courageusement, ils respectent les engagements et cette augmentation qu'on leur a donnée de 6. Mais je pense qu'ils sont également en attente d'une visibilité et d'une augmentation prochaine. Et il faut qu'on arrive rapidement à un accord et à se retrouver au milieu du gué, et les OS et nous, parce qu'on ne peut pas faire attendre nos conducteurs routiers qui, justement, font le travail courageusement tous les jours. Au-delà de ces aspects de rémunération, il y a la fidélisation de nos salariés, qui passe également par l'amélioration des conditions de travail. Là également, nous sommes totalement ouverts à la poursuite des discussions sur ce sujet, que ce soit sur la question de l'interdiction de la participation de nos conducteurs à certaines opérations, chargement ou déchargement, qui peut paraître inatteignable en France, tellement les choses se sont instituées de cette façon-là, mais qui, je le rappelle, sont des opérations qui sont complètement interdites en Espagne et au Portugal. Donc, il faut que le dossier s'ouvre, nous sommes prêts à l'ouvrir, nous en avons déjà parlé avec les OS intéressés par ce dossier et nous sommes prêts à avancer là-dessus. La question du recrutement également centrale pour notre métier, qui repose essentiellement sur la qualité des hommes et des femmes qui composent nos entreprises. Nous, on n'a pas un process, on n'a pas une machine de production, c'est de la valeur ajoutée et des hommes. Nous avons, auprès de la valorisation de ces métiers, lancé l'opération Tremplin en 2017. Après, nous avons eu la mission menée par Philippe Daul, qui s'est traduite dans un premier temps par la signature d'une charte et le ministère de l'Éducation. Et enfin, nous avons signé avec le ministère du Travail et une certaine Madame Borne, qui connaît parfaitement notre secteur, la finalisation de cet accord. Vous nous avez, Monsieur le ministre, dès votre arrivée, demandé une réunion en juillet pour exprimer son engagement sur ce sujet, évoquer la notion de mobilisation générale pour l'emploi. Très rapidement, nous avons travaillé, enchaîné les réunions avec le ministère du Travail, l'ensemble des services, pour trouver les solutions les plus rapides et les plus efficaces. Des obstacles administratifs, je pense très simples à lever, doivent être résolus d'urgence, notamment la délivrance des titres professionnels, c'est-à-dire tout simplement des permis de conduire. Nous comptons sur vous, vous voyez, notre exigence n'est pas... nous comptons sur vous pour y parvenir là où vos prédécesseurs ont échoué, Monsieur le ministre. Puisqu'on en parle depuis 3 ans de ça. Et je pense que le challenge, vous allez le relever. Parce que à notre époque, être en pénurie de conducteurs, avoir un conducteur qui ne peut pas conduire parce qu'il a son permis, il a ses stages, mais il n'a pas son papier, vous voyez, c'est hors sol, quoi. J'arrive pas à... On est pragmatique, nous, vous savez. Le rapport au travail également, j'ai dû casser un micro là, non ? Le rapport au travail également a changé. Les nouvelles générations qui arrivent n'ont plus du tout les mêmes attentes, et ça on le voit, on en parlait encore hier, ils préfèrent de l'intérim, mais ils ne veulent pas de CDI, etc., etc. Bon. Au fur et à mesure qu'on vieillit, on devient des vieux cons, comme je disais quand j'étais jeune et que je voyais des anciens avoir encore leurs idées. Bon. Le CDI, c'était quand même toujours quelque chose dont on rêvait. Nous, dans notre entreprise, on a reçu des papiers. Non, je me sens en prison quand je suis en CDI. Je vous remercie, je serai toujours là pour vous si vous avez besoin, mais je vais prendre l'intérim parce que je veux pouvoir... non, demain, je ne travaille pas. Oui. Donc la relation à la valeur travail, et j'en ai des courriers, je les ai partagés avec mon conseil, c'est... Et le gars vous l'écrit, il prend la peine de l'écrire. Donc vous voyez, bonus-malus, quand on dit oui, il faut inciter les chefs d'entreprise à faire du CDI, ouais, c'est les salariés qui ne veulent pas. Donc le bonus-malus, je pense qu'il n'est pas bien dirigé là. Je tiens à disposition les courriers de mes conducteurs routiers pour vous en faire la preuve. Donc il faut qu'on s'adapte à cette évolution de la jeunesse, et au plus on est vieux, au plus c'est difficile, ça c'est sûr. Donc adapter le management, oui, et repenser les organisations. Voilà, un travail partiel.
Nos discussions paritaires seront sur ce point central et diverses. Je pense ici également, pour accompagner nos salariés nouvelles modes, au dossier des classifications, au régime des fins de carrière, parce que là, ils sont très intéressés. Par contre, ça c'est sûr, régime des fins de carrière, où l'État joue quand même un rôle important, parce qu'on est partie prenante avec vous, Monsieur le Ministre. Ça s'appelle le congé de fin d'activité, c'est assez technique, et c'est un dossier qui doit être quand même régulièrement réouvert. Notre problème, pour avoir une visibilité sur ce dossier, parce que c'est là que ça se complique, c'est que ce dernier dépend étroitement de la réforme des retraites, qui est un peu fluctuante en ce moment. Donc, dès qu'on aura une bonne vision, on pourra à ce moment-là recommencer à travailler avec nos partenaires et nos OS sur le CFA, parce qu'évidemment, on ne peut pas déconnecter tout ça. Voilà, donc on patiente, dès qu'on est éclairé, on avance sur le CFA, parce qu'il faut qu'on prenne ce problème en main. Dans la période économique difficile, il y a un autre sujet qui va nous arriver, qui est la disparition, on est vraiment bien fait, hein, Monsieur le Ministre, la disparition de la déduction forfaitaire de la DFS. Dans l'époque qu'on vit, on a dit oui, hein, enfin on a dit oui, on a dit ok, mais bon, que Bercy vienne nous gratter là-dessus, on a d'autres choses à penser, quoi. C'est un peu, hein, quand tout va bien, oui, on peut réformer, mais là, bon, donc vous l'avez fait avec, c'est vrai, un certain temps d'adaptation au niveau de tout le secteur des bâtiments et des travaux publics. Bon, on n'est pas très exigeant, mais on vous demande d'intervenir au niveau de Bercy pour qu'il nous laisse également ce petit temps d'adaptation, parce que ça sera difficile à mettre en place et surtout ça va coûter à nos conducteurs. Et donc là, il va falloir quand même, dans une période d'inflation, qu'on leur vende la chose. Monsieur le ministre, comme nous le voyons, nous prenons et nous continuerons à prendre nos responsabilités. Notre franc-parler, je vous l'assure, vous y aurez toujours accès et toujours droit. Et sachez, c'est que de l'eau. Et sachez également que nous avons décidé, lors de nos dernières instances, et au vu des dramatiques incendies, parce qu'on parle, on est des bons citoyens aussi, vous allez voir. Nous avons discuté lors de nos dernières instances et nous avons décidé, on l'a voté à l'unanimité, au vu des dramatiques incendies de cet été, de monter avec la sécurité civile nationale et régionale une cellule de crise. Cette dernière aura la capacité de mobiliser en moins d'1 heure un grand nombre de citernes partout en France, enfin peut-être pas en même temps, hein, mais là où il y aura l'incendie, avec les moyens adaptés de dépotage et de compatibilité avec les véhicules des sapeurs-pompiers. Et ce, afin de pouvoir apporter au plus près des incendies la capacité d'eau nécessaire au travail des pompiers. Juste un petit détail technique, parce que je suis devant un parterre de professionnels, et j'ai découvert ça cet été, mais c'est vrai. C'est que dans un camion de pompiers, il y a entre 3 et 4 000 litres d'eau. C'est-à-dire un compartiment de citerne. Quand une citerne a 6 compartiments, vous voyez ? Alors qu'une citerne a entre 30 et 34 000 litres d'eau. Et le temps moyen pour faire une rotation, parce qu'on a des chauffeurs dans nos sociétés qui sont des chauffeurs volontaires pour être pompiers. C'est de ça qu'est venue la réflexion. Donc chaque fois qu'il y a un incendie, nos chauffeurs ils s'en vont. Donc après on discute, mais combien, mais comment. Et certains discutent et sont devenus des parfaits pompiers, des chefs d'entreprise. Et donc, il faut entre 40 minutes et 1h30 pour faire un tour et remplir un camion de pompiers, pendant lequel le feu continue à avancer. Et après, il remonte, puis après, il fait ça, puis après, il repart. Donc, c'est sûr que nos citernes, elles ne pourront pas aller en haut des montagnes, mais quand il y a un accès proche, ce temps de rotation qui est primordial dans les premières minutes ou les premières heures, je pense qu'il pourrait être réduit. Alors, évidemment, c'est une idée, c'est preuve de notre bonne volonté et de notre soutien, justement, à la sécurité civile. Bon, après, il nous appartient maintenant, parce qu'on l'a décidé il n'y a pas longtemps, de discuter avec les professionnels. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se passer mieux qu'à l'heure actuelle. Donc nous sommes bien à la croisée des chemins. Le transport routier reste et restera longtemps le premier mode de transport pour les marchandises dans notre pays, ce qui nous empêche d'ailleurs nullement de travailler dans le monde ferroviaire ou fluvial dans une logique de complémentarité. Ce n'est pas une incantation, mais c'est une réalité et nous le rappelons régulièrement. C'est d'ailleurs à ce titre que nos entreprises doivent être considérées comme des leviers de croissance dans notre pays.
Elles doivent être accompagnées par les pouvoirs publics pour ce qu'elles font, la valeur de leur travail, loin des caméras et des micros, et pas sous les projecteurs. Je l'ai dit et je vous le répète, Monsieur le Ministre, nous ferons notre part, comme toujours, avec courage et détermination, et comme nous l'avons fait avec le Covid. Et quelle que soit la route que nous prendrons finalement, nous irons au bout du chemin. Monsieur le Ministre, la France peut compter sur le monde du transport routier pour l'accompagner dans cette crise, et je pense qu'elle sera difficile, et pour mieux rebondir après, que ce soit pour les Français et pour notre industrie. Quand on dit le printemps sera revenu, je l'espère. Nous savons pouvoir compter sur vous, et vous nous l'avez prouvé ces derniers mois, en cas de besoin pour notre secteur. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Vous pourrez également compter sur nous, je vous l'assure. Il s'agit là d'un pacte intelligent de collaboration entre le TRM français et le gouvernement français. Et nous sommes étroitement liés. Et je ne doute pas de la réussite d'un tel investissement pour le monde du transport. Mesdames et messieurs, si j'ai été long, je m'en excuse. Merci.